Otep Mbote, Jambo Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous voir vous tous. J'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Donc, cette séance sera spéciale. Ça sera une réexplication, effectivement, de tous les procédés mortifères que Bobby Wright nous avait déjà expliqué avant de maintenant revenir plus tard sur la continuité de l'explication neurologiquement décérébrée dans lequel le mélanoderme est actuellement. Donc, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir parler de ces attitudes décérébrées dans la mesure où, effectivement, nous avons un problème comportemental profond qui nous met dans un état de légumes tel que nous n'avons plus la capacité de réfléchir. La preuve, nous ne sommes pas nombreux. On aimerait bien que des gens s'abonnent à la chaîne, puissent liker, s'abonner, partager le contenu. Mais c'est difficile parce que est-ce que nous avons la volonté de partager? Est-ce que nous diffusons le message? Est-ce que nous essayons de donner un bout à nos proches pour qu'ils écoutent? Est-ce que c'est intéressant pour certains? Ce n'est pas intéressant pour d'autres, etc. Donc, vous avez un travail important qui est de partager, de liker et d'inciter d'autres personnes, effectivement, à suivre le contenu qui est nécessaire. Donc, dernièrement, j'avais fait la séance, effectivement, qui parlait des séances qui créent le génocide donc, chez le mélanoderme. Du moins, elle a eu des difficultés à être diffusée. En première, pourquoi? La première fois que j'avais donc mis cette vidéo, du moins cette séance, YT a donc banni cette séance de tous les pays occidentaux. Je sais que le grand public qui suit quand même de l'Occident, donc les Noirs de l'Occident, n'ont pas pu recevoir la première notification que j'avais envoyée. C'est pour ça que je vous demande de notifier et essayer d'avoir aussi le VPN. D'autres moteurs ou moyens de pouvoir suivre mes séances sur YT. Bon, j'essaye de voir si maintenant je peux aller sur d'autres comme Dailymotion ou par exemple aller sur Odyssey ou Ongele, c'est une chaîne mélanoderme. C'est vrai que c'est nigérian et il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais là-bas. Mais j'ai envie de dire, si vous-même, vous n'êtes pas prêt à aller sur ces différentes plateformes d'apprendre, j'ai envie de dire, ça sera assez difficile pour moi plus tard de faire des séances. Voilà, je ne pourrais pas toujours tout diffuser sur YT parce que YT, effectivement, cible mes chaînes. Vous avez déjà vu qu'elle avait refusé de faire passer la diffusion de la séance en Corée du Sud par rapport à ce que j'ai dit sur Papesan. Papesan qui vend les rêves illusoires. Il n'y a que les Noirs cons qui le suivent. Effectivement, c'est vrai que son public, en majorité, j'avais déjà dit, est très caucasienne. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de Noirs idiots qui le suivent, du moins des Noirs intéressés par la vie de la Corée, de l'Asie. Effectivement, si vous voulez suivre des Noirs qui parlent de l'Asie, avec un peu plus d'objectivité, pas trop dans les rêves, il y en a, c'est vrai que ce sont des chaînes un peu anglo-saxonnes, mais j'ai envie de dire, elles sont préférables par rapport à un Noir aliéné, surpuissant, qui a des tendances métissagerie. Les Noirs dont particulièrement je connais un qui fait des émissions au Japon, je ne parle pas de Japon noir et blanc, il essaye un peu de cajoler un peu au sens du poil. Les Japonais, je connais très bien les Japonais pour vous dire que ces gens, il ne faut pas trop rire à long terme avec eux, du moins si vous riez, riez intelligemment. Donc, il y a ce frère qui fait des émissions Black in Japan. Il est marié à une femme mélanoderme, ils sont professeurs tous les deux, je crois, un truc comme ça. Il nous raconte, il nous relate les aventures de mélanodermes qui vivent au Japon. Et ce qui est raconté là-bas est très intéressant, diverses aventures positives, négatives, etc. Mais ça reste assez objectif, on n'est pas dans les illusions, on ne vend pas les rêves, on raconte des phénomènes réels. Donc, j'ai envie de dire, je ne dis pas que Papessa ne raconte pas les phénomènes réels, mais il les raconte d'une façon enjolivée, avec beaucoup de mythomanie et beaucoup de sponsoring derrière. Donc, il y a aussi Cécile S. Dantry, mais le problème c'est que son discours ne tient pas la route à long terme parce que cette demoiselle sort avec du caucasien subridé et elle ne pourra pas expliquer à long terme la négrophobie qu'elle subit alors qu'elle ouvre ses jambes à un subridé caucasien tous les soirs. Donc j'ai envie de dire, c'est difficile à long terme de suivre une certaine catégorie de mélanodermes, surtout lorsque votre discours n'a pas l'air très clair, c'est-à-dire vous vous plaignez des Coréens, vous vous plaignez d'eux au quotidien, mais en même temps, la nuit, votre chambre est ouverte ainsi que votre entrejambe. Donc, j'ai envie de dire, c'est problématique parce qu'au fond, on ne comprendra pas
techniquement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire techniquement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc, les gens ambigus comme cela, c'est difficile. Ce qu'elle dit aussi, c'est très intéressant. Ce qu'elle dit est quand même assez véridique. La séance sur la Corée du Sud a eu des difficultés. Il faut aussi comprendre que quand mes séances sont ciblées comme ça, parce qu'elles ont été ciblées, donc c'est difficile. Et donc la deuxième fois que j'avais mis la séance, effectivement, bon, là elle est passée, j'ai envie de dire, parce que j'ai dilué le message, j'ai enlevé beaucoup de choses, j'ai enlevé beaucoup d'éléments, du coup, le message était donc passé. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que on est quand même sous surveillance, on est quand même détecté par les services Y-terriens. Et donc, ce qui me donnera un peu plus de force, c'est que derrière, vous likez, c'est que vous partagez le message, c'est que vous diffusez le message, c'est que vous faites ce qui est en votre possible pour partager. Si vous avez, c'est vrai, vous avez des neveux, des nièces, des oncles, des femmes, des maris, des enfants aliénés, mais prenez le temps, la peine, donnez-leur l'extrait qui va les intéresser le plus pour les inciter à voir, à écouter, à suivre cette chaîne. Parce que moi, j'ai déjà fait le maximum. Je passe mon temps à lire, je passe mon temps à regarder les articles, en plus de ce que je dois faire personnellement pour vivre et effectivement pour essayer dans ma vie. Donc dernièrement, nous avons essayé d'énumérer les différentes sciences qui donc ont permis à quel génocide noir qui continue aujourd'hui. Et donc, nous avons cité quelques-unes qui étaient donc le nuclear warfare, le population control, le medication control, le genetic engineering, le psychosurgery, electrical stimulation of the brain, and the highly complex science of behavioral technology. Nous n'avons pas encore expliqué les science technology dans la science comportementale, neurologiquement technologique. Nous allons y revenir. Donc, cette séance sera une séance de rappel d'explication et de réexplication de ces différentes sciences avec un mot qui va nous faire permettre de finir cette séance dans la paix. Donc cette séance sera très longue, donc je vous remercie déjà d'avance. Avant de commencer clairement dit cette séance, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Le professeur Kalala Omotunde, pour que vous compreniez un peu ce que je voudrais dire au fond, et ne prenez pas ça très mal. Vous savez, il y a des gens qui, à un moment, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, il y a déjà une ligne qui a été mise. Kalala Omotunde savait que le projet de géothermie dont il parlait allait créer un problème de base. Vous avez donc suivi ma séance lorsque je parlais du panafricanisme, le problème du panafricanisme. J'avais dit vers la fin que lorsqu'on venait à ce que Carnegie parlait, les défis technologiques, les défis techniques qui emploient et donc derrière incitent à l'énergie, parce qu'on va toujours revenir à ça. L'énergie est le débat crucial. Nous sommes dans un moment où la leucodermie est face à un peuple qui essaye petit à petit de se réveiller. Et donc, si ce peuple se réveille, ce peuple va vouloir reprendre ses terres. Et donc, si ce peuple-là veut reprendre donc ses terres, ça veut dire que les mines, les terres fertiles, cultivables, seront reprises par ses habitants. Vous comprenez? Elles seront reprises par ses habitants. Pas aliénés, pas universalistes, pas amoureux des peuples de la terre, ils vont s'aimer d'abord. Et donc, si ces gens-là s'aiment d'abord, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la caucasiennerie, qui est environ 5-8% de l'espèce de la Terre, va donc disparaître, s'entre-déchirer, se suicider et de toute façon faire ce qu'ils savaient toujours faire depuis l'âge de bronze. Donc, depuis qu'on les connaît à l'âge de bronze. Donc, ce débat énergétique est le débat de base. Ce débat énergétique est le débat de base. Mais il n'est pas que ça. L'erreur de nos pères, comme Kalala Omotunde, c'était d'avoir une pensée un peu universelle en se disant que, voilà, ils savaient très bien que, bon, en même temps, que le problème est un peu global. Mais il s'est dit aussi que c'était aussi une histoire d'élite, tout ça, etc. Moi, quand je vais sur l'histoire originale, il n'y avait pas encore d'élite. Comprenez? Il n'y avait pas d'élite. Il n'y avait pas de riches. Il n'y avait pas d'oligarques. C'est le leucoderme qui a réfléchi et qui s'est dit, il va violemment violenter le mélanoderme. Il va arracher ce que
le créateur lui a donné au méanoderme. Le méanoderme qui vivait dans les terres tempérées s'est débrouillé. Il s'est adapté au climat. Il n'est pas devenu leucoderme. Il s'est adapté au climat et il a vécu en fonction du climat pendant des centaines de milliers d'années. Le leucoderme n'a pas su le faire. Comprenez? Et c'est ce débat de la technologie. Parce qu'ils ont vu des gens qui savaient déjà manier la pierre, le bois, le fer, vous voyez, d'autres divers matériaux que même moi j'étudie dans le bac et que je ne peux pas vous dire. Donc, comprenez que la base, c'est la haine du noir, mais la haine du noir parce que le noir est intelligent. Et maintenant, en le bloquant dans les sphères religionnaires, il n'est pas dans la capacité actuelle de réfléchir parce qu'on ne veut pas qu'il pousse la réflexion très loin. La religion stipule que vous attendez quelqu'un qui potentiellement ne viendra pas. Et effectivement, les gens attendent quelqu'un qui potentiellement ne viendra pas. Comme si cette personne viendra les sauver. Ce qui ne peut que nous sauver, c'est notre volonté de nous battre. Nos ancêtres l'avaient compris, ils se sont battus, on a envie et maintenant voilà. Vous maintenant aussi, derrière, vous devez avoir la volonté de vous battre. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que vous ayez la volonté de partager le message. Et donc, Kara Omotunde, j'ai aimé son travail, mais j'ai envie de dire, tôt ou tard, il allait mourir. Vous comprenez? C'est pour ça que je reviens sur ça. Il allait mourir, soit tué, soit mourir de maladie. Soit tué, soit mourir de maladie. Ça, c'était déjà quelque chose que même moi, j'avais déjà vu depuis en écoutant tout ce qu'il racontait là. Surtout lorsqu'il a commencé à parler de l'énergie. Parce que moi, je suis en train de réfléchir sur des capacités énergétiques de construction. Mais le problème, je vous l'ai dit aussi dans les précédents podcasts, c'est que le noir n'est pas prudent. Il pense qu'il peut se balader à gauche et à droite, etc. Il n'est pas prudent. Et le noir, le problème, c'est qu'il ne prend pas le temps. Il n'a pas encore compris quelles étaient les techniques et les moyens de l'adversaire. C'est pour ça que tous les noirs doivent étudier la génétique, connaître le comportement du leucoderme. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je reviendrai sur vous inciter à étudier le comportement leucodermique. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Je le dis avec ferveur. Plein de panafricains ne connaissent pas le leucoderme. Et c'est pour ça qu'ils meurent souvent. Plein de noirs ne connaissent pas où est-ce qu'ils mettent les pieds. C'est pour ça qu'ils meurent. Plein de noirs, ils ne connaissent rien. Les gens qui vous parlent du peuple, etc. Même Cheikh Anta Diop s'est battu pour le peuple leucodermique. Ils ne les connaissaient pas. Ils ne les connaissaient pas. Marcus Garvey les a connus. Il les a vus. Dubois ne les connaissait pas. Il a vu. Kwame Nkrumah, il a vu. Vous comprenez? Donc j'essaie de vous dire que le noir doit arrêter d'être universaliste. Il doit arrêter ça. Bobby Wright l'avait compris. Il est mort très jeune, c'est bizarre. Déjà, même les circonstances de la mort de Bobby Wright, on n'en a pas longtemps expliqué. Il est mort dans la quarantaine. Vous comprenez, c'est un peu, ça c'est encore plus jeune que Omotunde. Il avait dépassé, c'est-à-dire, si vous lisez son livre, si vous lisez Manta, si vous lisez ses travaux, parce qu'il est allé en Afrique. Il est venu chez nous. Il a vu l'histoire des pyramides, il a lu Diop, il a lu Frantz Fanon, qui aussi est mort étrangement assez tôt. Donc, j'ai envie de dire, mais Bobby Wright, comparé aux autres, il savait qu'il était de leucoderme. J'ai envie de dire, il l'avait déjà étudié. Il l'avait étudié. Il avait compris le comportement du dégénéré génétique. Mais le problème, c'est vous ne voulez pas comprendre et vous le fuyez en fait. Donc lui, il a compris au péril de sa vie, il en est mort. Que Omotunde ait été tué ou pas, la question primordiale, c'est qu'est-ce que vous avez retenu au final? Quand il était vivant, vous faisiez quoi? Quand il est mort maintenant, il est mort, vous faites quoi? On ne va pas pleurer longtemps. On va vous dire, bon écoutez, on va vous dire 1000 fois, faites attention, mais au final, qu'est-ce que vous retenez? Je vous dis à l'heure actuelle, il y a des noirs toujours négligents. Donc c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez retenu de son travail? Qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire?
C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi la suite du programme? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Il pouvait rester. Et vous allez toujours rester assis en mode, au mode Tunde va faire ci, va faire ça. Je suis désolée. Que sa mort ait été faite maintenant ou plus tard, il allait mourir tôt ou tard. Il allait devoir rejoindre les ancêtres tôt ou tard. C'est dur ce que je dis, mais je suis quand même dans certaine pragmaticité qui allait se faire tôt ou tard. Et donc la question c'est depuis qui faisait tout ça. La chose c'est qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu sur ça que je vais revenir. Donc, maintenant, la chose est qu'on va revenir à la définition de chaque terme. Je vais prendre mon temps pour expliquer chaque terme. La séance sera longue, effectivement, comme j'ai dit, mais ça sera nécessaire de revenir sur chaque terme. On va pas dire jusqu'à prendre 50 minutes pour chaque mot. On va environ prendre le temps nécessaire et la séance sera finie, effectivement. Donc, je vous remercie et je rappelle encore le fait de liker, de partager la podcast channel et donc allons-y. Une chose aussi, je ne vais pas montrer des images qui vont déranger, donc du coup cette séance sera assez claire dans les écritures, etc. Mais je vais parler dans plusieurs images parce qu'il y a aussi les images qui jouent, c'est-à-dire les images que j'utilise sont souvent un peu problématiques et les vidéos que j'utilise sont aussi problématiques. Donc, on va aller dans un truc assez linéaire. Vous allez suivre parce que l'objectif, c'est de suivre, c'est de comprendre, c'est de dépasser la compréhension, c'est d'activer vos neurones. Activer vos neurones, vous avez compris? Activez-les en fait. Activez la réflexion. Activez la réflexion. Donc, nuclear warfare. Donc, les guerres nucléaires, comme on avait expliqué, la guerre atomique, donc elle est l'utilisation d'armes nucléaires en temps plus ou moins de guerre, du moins ce qu'on croit effectivement, puisque c'est pas en temps de guerre, si vous devez le comprendre, parce que la leucodémie est toujours en guerre. Vous avez compris? Elle est toujours en guerre. Ça fait plus de 4000 ans qu'il y a des guerres, qui ont des évolutions plus technologiques dans la manière de tuer qu'autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu plus ça. Et les guerres nucléaires, du moins, on a vu quand même un exemple avec Nagasaki et Hiroshima qui s'est passé notamment en Japan. Et donc, on a vu à quel point, effectivement, la bombe nucléaire avait un champ d'action extrêmement puissant. Notamment, c'était avec l'invention de la bombe H. Si vous avez bien vu les extraits de ces imageries, malheureusement, je ne peux pas vous balancer les imageries de ce phénomène. Et donc, c'était un ultime bombardement qui s'est fait au Japon le 6 août et le 9 août 1945 sur les villes de Hiroshima et de Nagasaki, dont 340 000 habitants, et Nagasaki qui avait environ 195 000 habitants, voire même plus. Et donc, avec le prétexte de la condition de l'ultimatum de la conférence de Potsdam des États-Unis souhaitant imposer au Japon sa reddition sans condition. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arme de dissuasion, c'est-à-dire que le leucoderme, pour inciter l'ennemi à se calmer, donc il va derrière utiliser des armes de portée destructive d'un haut champ, d'un haut degré de pollution pour effectivement calmer l'adversaire, effectivement au péril de la mort de plusieurs habitants, allant donc de environ 300 000 morts à 220 000 morts. Paraît-il, peut-être qu'il y en a même plus, sachant que d'autres plus tard ont donc attrapé les cancers, plusieurs types de cancers, dont plusieurs centaines de personnes, voire des milliers de personnes ont eu donc les cancers et sont morts, effectivement. Et donc, dans ces armes de Hiroshima et Nagasaki, il y avait donc comme matière chimique de l'uranium et du plutonium. Et donc, l'uranium, qu'est-ce que c'est que l'uranium? Comme vous le connaissez, ce qui est utilisé au Niger, c'est donc un élément chimique de numéro atomique 92, vous voyez sur la table de Mendeleïev, le symbole U. Et il fait partie de la famille des actinides. Et donc, le plutonium qui est l'élément chimique de symbole Pu, donc grand P, petit u, et de numéro atomique 94, donc il vient plus tard de l'uranium. C'est un métal radioactif transuranien de la famille des actinides. Il se présente sous la forme d'un solide, dont il est solide, cristallisé, dont les surfaces fraîches sont gris ou argentées,
mais se couvrent en quelques minutes. On les a testés, donc ils les ont testés à grandeur nature et montré aux autres pays, en particulier à l'URSS, la supériorité de feu décisive qu'elle donne à l'Amérique. Donc, c'est un moyen également de calmer l'URSS, donc l'État soviétique à l'époque, pour dire que vous voyez notre puissance de frappe, elle est tellement énorme que, vous avez vu, on a réussi à tuer des gens, franchement, à une vitesse pas possible. C'est malheureux. Bon, mais c'est comme ça. Donc, la guerre nucléaire ou les guerres nucléaires, la guerre nucléaire est capable de causer donc des dommages donc sur une échelle beaucoup plus importante et en bien moins de temps, les frappes nucléaires peuvent entraîner les graves effets à long terme, essentiellement dus aux retombées radioactives. Donc, ces retombées radioactives qui sont donc dues aux matériaux radioactifs, qui sont souvent plus des protons ou des neutrons, voire les deux, sont donc les radioisotopes qui existent naturellement, mais peuvent aussi être produits artificiellement par une réaction nucléaire. Donc, elles sont mises en suspension dans l'atmosphère, donc ça plane dans l'air. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des effets des centaines de millions d'années et les gens respirent ces radiations et donc c'est très 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 dangereux. Donc, elles sont dans l'atmosphère et donc à la suite de l'explosion, parce que c'est une explosion d'atomes, donc d'une arme nucléaire ou un accident nucléaire, des turbines de gaz, etc., l'histoire de Fukushima, j'ai oublié. Il s'agit donc d'une forme de pollution nucléaire parce que comme elle dégage, elle se fait par une explosion, comprenez, elle se fait par une explosion. Du coup, l'explosion à l'intérieur du gaz, il y a de l'air et donc ça veut dire qu'elle se propage et donc à l'intérieur, elle a des éléments tels que l'uranium, elle a du plutonium, donc ça veut dire que ces éléments qui sont dégagés à l'air libre vont donc se dissiper dans l'air et donc grâce à cette explosion, ces atomes toxiques, ces éléments chimiques toxiques vont donc entrer dans l'organisme des personnes et ces personnes vont donc probablement mourir au fur et à mesure ou ils se font littéralement exploser, bon du moins ils meurent durant l'explosion de la bombe. Donc ces éléments de petite taille sont donc des poussières visibles ou non, c'est-à-dire vous pouvez les voir, vous pouvez ne pas les voir et retombent lentement sur le sol, souvent jusqu'à très loin de leur provenance. Donc tout dépend effectivement de la capacité de la bombe nucléaire. Et donc, il existe différents moyens de se protéger des retombées radioactives. Il y a les masques à gaz. On remercie effectivement Gareth Morgan. Gareth Morgan qui est un inventeur noir qui a créé le premier masque à gaz de l'univers de la Terre. Donc, il faut remercier chaque fois que vous mettez un masque à gaz pour lutter contre, etc. Rappelez-vous que c'est un mélanoderme qui a créé ça. Même le coderme n'avait pas le temps de réfléchir à créer le masque à gaz. Donc, franchement, voyez un peu la portée que le mélanoderme a fait sur la Terre. Voyez la portée, c'est-à-dire... bon, je laisse tomber. Bref, donc, vous pouvez vous protéger grâce au masque à gaz. Encore, il faut perfectionner, ça c'est le prototype à l'époque. Et des combinaisons NBC. En cas de faible radiation, donc vous mettez cette combinaison ou un abri anti-atomique. Mais la plus efficace reste l'évacuation, dont il faut s'enfuir. Donc, j'ai vu des images de différentes explosions de bombes nucléaires et des essais, notamment, bon, vous savez tous ce qui s'est passé à Castelbravo en 1954. Cette explosion était incroyable, mais je ne peux pas la diffuser, d'une puissance de 15 mégatonnes et donc de l'atome de Bikini. Donc, elle a provoqué un drame humain écologique dans une zone de plusieurs centaines de kilomètres au lieu de l'explosion et le premier accident grave du nucléaire civil. Donc du monde occidental parce que c'est eux qui créent que des conneries comme ça. Et donc il y a eu cet incendie en Whitcare. Comprenez que les bombes atomiques sont extrêmement dangereuses. Elles ont une portée qui vont au-delà de l'irréalité de la vie. Mais effectivement, il faut comprendre que eux, comme ils sont dans une logique de faire peur à tout le monde, donc ils vont davantage s'y aventurer. Donc il faut comprendre que l'arme nucléaire, qui est donc une énergie, c'est une énergie, vous comprenez pourquoi la guerre de l'énergie est importante. C'est une énergie dégagée par la fission des noyaux atomiques lourds, dont je rappelle l'uranium, le plutonium et dans le cas des bombes A. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'une bombe A, la bombe A est communément appelée bombe atomique, donc c'est la bombe atomique, bombe à fission, bombe nucléaire. Voilà, c'est donc un engin explosif qui est obtenu par la fission nucléaire d'une masse critique d'éléments fissiles comme l'uranium
on a dit le 92, 235 ou le plutonium, le 239, qui sont donc des procédés qui étaient donc couverts par le brevet français, comme d'habitude, il n'y a que les brevets français pour faire ça, de 971-324, de 1939 à 1959. Donc les bombes à fission furent dans les premières armes nucléaires développées. C'est également l'explosion d'une masse critique fissile qui permet l'allumage, donc la lumière, l'explosion, le dégagement de la bombe H, comprenez? Et donc la bombe H, c'est une bombe nucléaire dont l'énergie principale provient de la fusion de noyaux légers. Là, c'est différent, c'est de la fusion des noyaux légers dans les engins un peu plus modernes, où est-ce que je veux dire. Et en ce qui concerne un peu plus les procédés et techniques de ces éléments, je ne vais pas vous expliquer. Cette technique est très destructive aussi parce que principalement, elle est due au souffle, c'est-à-dire l'air, le gaz, et donc il y a des explosions classiques, comme vous avez déjà décrit, qui donc créent des brûlures, ou effectivement, il y a ce qu'on appelle l'onde de choc aussi. Il y a un incendie qui est provoqué par sa température qui est élevée. Effectivement, il faut que ça bombarde à l'intérieur. Bon, j'utilise des mots un peu bizarres. Et donc, il y a l'effet des radiations. Donc, en raison de ses capacités de destruction, sans commune mesure avec celles des armes conventionnelles que vous avez compris. On va quand même vous citer quelques pays qui possèdent donc ces armes nucléaires. Donc, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la République populaire de Chine. On a les États ayant reconnu posséder de l'arme nucléaire. Bon, de toute façon, elles l'ont. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord. On a les États possédant l'arme nucléaire sans reconnaissance officielle, mais ils ne vont pas vous le dire, ils sont pas obligés de vous le dire. Israël. On a les États hébergeant l'arme nucléaire à travers l'organisation des traités de l'Atlantique Nord dans l'OTAN. On a la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Turquie. Et on a effectivement les États anciennement dotés de l'arme nucléaire, tels que la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ukraine, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait une belle erreur, mais je pense que Mandela le savait, parce qu'il a été menacé, en fait. Donc, chaque pays a ce qu'on appelle un degré de puissance de leur, entre guillemets, bombe. Après, ça a changé, comprenez que ça a changé. Ça, on va vous dire dans les états qu'on a pu détecter à l'époque, qui n'est plus le même, qui a augmenté, qui est allé au-delà. On a les États-Unis d'Amérique en 1945, avec pour opération de cours de Trinity, la bombe de type A, donc atomique, et de puissance de frappe de 19 kilotonnes. L'Union soviétique en 1949, RDS-1, type donc bombe atomique, 22 kilotonnes la puissance. Les Royaumes-Unis 1952, opération Hurricane, la bombe de type A, 22 kilotonnes. Les États-Unis d'Amérique 1952, Ivy Mike, bombe hydrogène, bombe H, de 10 mégatonnes, dont l'Union soviétique de 1953, RDS 37, dont une bombe de type H et de 1,6 mégatonnes. Le Royaume-Uni 1957, Grapple, bombe H de 0,8 mégatonnes. La France 1960, Gerboise bleue 70 kilotonnes. Chine 1964, 596, le nom de l'opération, bombe de type A, dont la bombe atomique, 22 kilotonnes. La Chine encore en 67, test numéro 6, une bombe à hydrogène de 3,3 mégatonnes. La France encore en 1968, Canopus, bombe à hydrogène de 2,6 mégatonnes. En Inde, 1974, Smiley Buddha, dont une bombe atomique de 12 kilotonnes. Le Pakistan, 1998, Shagai L ou Shagai I, bombe atomique 40 kilotonnes. Et la Corée du Nord en 2009. Et celle de 2009, c'est une bombe atomique dont nous ignorons la puissance de frappe. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que donc il y a eu encore d'autres essais encore plus récents. Donc j'ai quand même pu tirer ça d'une vidéo. C'est la seule image que je peux vous montrer. On a donc les échelles des différentes bombes nucléaires qui ont donc été faites ces derniers temps.
On a donc la plus ancienne qui est donc Hiroshima-Nagasaki. Celle d'Hiroshima n'était pas plus supérieure que celle de Nagasaki. Et donc, on a réussi à dépasser le 10 000 Everest avec le B-83 bombe qui va donc à plus de 20 000 mètres en hauteur. Et on va avec le Castle Bravo, comme vous avez dit, dans les années 50, qui va donc à plus de 30 000 mètres. On a donc le Tsar Bomba Sacerus, qui va à plus de 40 000 mètres. On a donc le Theoretical Tsar Bomba, qui va à plus de 50 000 mètres de haut. Et donc, cette Tsar Bomba a une puissance de 100 mégatonnes et donc il vaut 6666 fois supérieur à Hiroshima et Nagasaki. Bon, on va dire Hiroshima qui était la première. Donc, pour vous dire que la puissance est forte. Et maintenant, avec Satan 1 ou Satan 2 que vous avez vu là de la Russie, ça va dans le Sky Beyond the Sky. Donc, c'est fort là, mes frères. Voilà. C'est une technique de destruction massive d'un degré puissant. J'ai envie de dire, nous ne connaissons même pas techniquement combien vaut le Satan, hein? Excusez-moi de rire, c'est pas drôle. Mais c'est-à-dire que vous comprenez que comme ces éléments stagnent dans l'air, on ne sait pas si un jour il y a une guerre qui se vient, on ne sait pas ce qui va arriver avec la bombe Satan 1 ou 2. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que vous devez comprendre, notamment avec cette histoire de bombe nucléaire. Donc, on va revenir à la définition donc, de population control. J'espère que vous avez compris en ce qui concerne effectivement la portée violente de la bombe nucléaire. Dans la population control, dont je rappelle, c'est une pratique artificielle qui maintient la taille de la population. Donc, on est là pour maîtriser la population. Je veux dire, actuellement, on est donc officiellement 8 milliards la population. Et vous avez suivi que des gens se plaignent qu'on sera en surpopulation, alors que c'est faux, on ne sera pas en surpopulation. C'est du bavardage. La taille de la Terre est assez forte et il n'y a pas assez de peuple, il n'y a pas assez d'espèces vivantes pour peupler effectivement cette planète Terre. Et effectivement, il faut comprendre que si le locoderme se plaint de surpopulation, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que il devient minoritaire. Il y a aussi le métissage, donc il ne gagne pas dans la métissagerie. Donc il faut comprendre que c'est problématique. Il est vrai que le métis, c'est un changelin. On ne sait pas s'il est fixe ou pas. Tout dépend de l'éducation de son père, de sa mère. Mais plein d'enfants métis vous ont averti. On a eu des vidéos. Ils vous ont averti, les Noirs, d'arrêter le métissage. Même les enfants métis vous disent d'arrêter le métissage. Et donc, vous ne les écoutez pas parce que vous dites l'amour n'a pas de couleur. L'amour a une couleur. Et l'amour n'existe pas aussi. Donc, faites très attention à vos conneries que vous racontez. Parce que ces enfants-là, ce qu'ils subissent là, leurs parents locodermes, c'est pas vous qui les subissez parce que vous êtes dans l'amour qui n'a pas de couleur, donc qui n'existe pas. Donc, écoutez aussi ces enfants, ils parlent d'expérience et donc arrêtez les rêves des rêveurs. On est là dans une maîtrise de la population et je vous l'avais déjà expliqué. Bon, c'est vrai que vous ne l'avez pas compris. Donc ici, on est dans l'objectif de maîtriser tout type d'être de la terre, c'est-à-dire animal, végétal, et ce qu'on appelle vulgairement humain, que moi j'appellerais bipède ou sapiens sapiens, et néandertalien. Il faut séparer les espèces, c'est pas la même chose. Néandertalien, donc caucasoïde, c'est pas la même chose que les autres donc caucasoïdes, on est mélanodermes. Il faut comprendre qu'on est dans la maîtrise d'une typologie particulière d'espèces. Nous avons eu effectivement les thèses de plusieurs eugénistes. On est ici dans une vision de conserver une certaine typologie d'espèces qui va nous servir un peu plus tard pour certaines raisons. Ils se permettent aussi par moment de tuer certaines espèces parce qu'ils se disent qu'après, ils vont les, pas hybrider, mais après, ils pourront les reproduire par clonage. Vous savez qu'il y a des clonages d'animaux. Donc, il y a des animaux qui se font cloner. Souvent, ça fonctionne, souvent, ça ne fonctionne pas. Et il est vrai qu'à une époque, le Japon avait essayé de cloner les gens. Les États-Unis les ont donc bloqués pour certaines raisons, etc. Donc, on en avait déjà parlé. Bon, c'est vrai que je vais devoir laisser un peu ce sujet du clonage parce que, bon, voilà. Et c'est pour ça que je ne mets pas trop d'images très puissantes sur ces phénomènes. Donc, ici, on est donc dans un but de maîtriser une population, d'avoir la possibilité de l'euthanasier quand il le faut, la possibilité de
la prolonger, de la multiplier, et donc par divers procédés. Et donc, il faut comprendre que le locoderme joue en ce monde de population control via les ONG, notamment les grandes organisations, l'OMS et d'autres types d'organisations de la santé, et effectivement avec l'ONU, etc. Donc, il y a un moyen aussi de maîtriser la population à travers la création de la guerre. La guerre permet aussi de maîtriser un certain type de population parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont mourir. Donc, les gens qui vont mourir, ça va faire des tonnes de morts. Donc, on saura que là, on a maîtrisé la population, on a pu la faire tuer. Donc, ce qui fait en sorte que, voilà, on maîtrise le game. Et quand on sait qu'on maîtrise pas bien le game, et donc, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que le locoderme va toujours être dans le contrôle. C'est pour ça qu'on appelle ça population control, parce que le locoderme veut contrôler. Il est insecure. L'insecure système qui crée son ADN, sa biologie, veut le contrôle parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il disparaîtra, il ne sera plus rien, tout le monde s'en fichera de lui. La preuve, c'est vrai, on s'en foutra tous du locoderme s'ils disparaissent. J'ai envie de dire, il n'y a que les aliénés, les amoureux intransitionnels qui vont pleurer, ils vont pleurer jusqu'à leur mort pour que leur maître chéri reste sur la terre. Donc, je vous avais déjà cité quelques moyens par lesquels ils vont pouvoir maîtriser la population. Ils l'ont déjà fait dans plusieurs histoires de la vie de la Terre, j'ai envie de dire. Je vous avais dit que c'était effectivement via la nourriture, dans la qualité de la nourriture. Donc, eux, ils auront la bonne qualité de la nourriture. Les autres peuples, notamment les mélanodermes, les pays de Noirs, auront des qualités de nourriture de basse qualité qui vont donc les créer des maladies cardiovasculaires, des maladies de tout genre et de n'importe quoi. Ils peuvent même mettre des éléments sidéens dedans et donc ils peuvent nous transmettre ces maladies. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, il y a la nourriture, comme vous l'avez compris. Donc, il y a à travers la quantité, ils peuvent aussi décider de jouer avec les aliments, donc d'envoyer des nourritures de basse quantité énergétique qui va affaiblir la population ou qui va redonner la force à la population. Bref, donc il faut comprendre que l'Afrique a un sérieux besoin de se réapproprier ses terres, donc de réapproprier son sol, de réapproprier son énergie pour pouvoir lutter contre ses adversaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, vous comprenez. Donc il y a la nourriture qui est un élément par lequel la société locodermique veut play on the game chez les Noirs. C'est pour ça que ils viennent en mode, ils vont nous aider via les ONG, mais en fait, ces propriétaires locodermiques sont là pour appauvrir les Noirs et les Noirs deviennent esclaves sur leur propre terre et c'est les locodermes qui sont les propriétaires, etc. Et vous l'avez suivi avec le Moringa. Vous avez dit Philippe Arnold, le locoderme qui s'approprie des terres, il y a des Moringa. Et lui, c'est maintenant lui qui se déclare papa du Moringa au Burkina Faso. Et les Burkinabés sont là en mode, ouais, le locoderme. Parce que le noir ne comprend pas que le locoderme, il a une autre vision que lui, il n'a pas. Et ça, c'est le problème du noir. Donc, on a le prédateur. Donc, on a des prédateurs. On a des prédateurs qui sont dus à plusieurs éléments. On a des prédateurs naturels, c'est-à-dire dans le combat pas la survie de l'espèce, mais dans le combat de la chaîne alimentaire naturelle. On a le fait que les animaux, bon, pas les animaux, mais les espèces autres que ce qu'on appelle sapiens sapiens, eux aussi, ils ont faim. Vous les croisez dans la rue ou vous les croisez dans la savane. S'ils ont faim, vous mangez, c'est normal. Voilà. Il y a effectivement aussi des prédateurs artificiels, donc des gens créés d'une autre typologie, qui décident donc de vous tuer parce qu'ils veulent vous décimer, et voilà, parce qu'ils estiment que vous êtes trop nombreux, et donc voilà, vous comprenez, les gagates, etc. On a des parasites peuvent aussi causer des maladies, donc créer aussi des maladies pour maîtriser la population. On a les températures, on joue avec les températures. Si vous n'êtes pas au courant, il y a des méthodes pour jouer avec les températures. Il fait chaud, il fait froid, il pleut pas, etc. Ce qui fait en sorte que les sols sont asséchés ou les sols sont immergés d'eau, etc., etc. Des lieux ont fait exprès de polluer l'air pour faire polluer les personnes, comme par exemple, vous avez suivi ce que les psychopathes britanniques sont allés faire comme essai chimique, c'est-à-dire ils savaient
qu'ils avaient fait des essais chimiques sur une terre qui n'est pas la leur. Donc, consciemment, ils savaient qu'ils allaient donc polluer cet espace géographique. Après-demain, ils vont venir vous parler de rencontres écologiques. Comprenez? Voilà, faites très attention à ces gens. En fait, c'est des dangereux et des dangers. Voilà, on a les toxines et les polluants qui sont délibérément créés. Et donc, je vous ai dit qu'il y a aussi un autre moyen. Il y a à l'hôpital, on peut décider aux femmes mélanodermes, sans leur volonté, d'enlever leurs ovaires. Il y a eu plusieurs cas comme ça de femmes mélanodermes en Occident et dans les pays de l'Ocoderme où on les a retirés leurs ovaires sans qu'elles ne le sachent. Ça a été fait. Des hommes mélanodermes, bon, spermatozoïdes, je ne suis pas très sûre de comment est-ce que ça travaille. Donc, voilà. Donc, des choses comme ça se font à votre insu sans que vous le sachiez. Et donc, il y a effectivement le medication control, dans le contrôle par la médication. On va revenir. Il y a ce phénomène de l'éducation. Maintenant, par le LGBTisme, j'avais déjà dit, c'est-à-dire, on vous incite à devenir LGBT. Et donc, l'LGBTisme va vous obliger donc à accepter des valeurs que vous ne connaissez pas, qui sont les valeurs des peuples leucodermiques, mais que vous, les mélanodermes, on va vous obliger à prendre parce que l'Occident aime quand ces valeurs sont les valeurs de tout le monde. Ils aiment mettre tout le monde dans l'univers parce qu'ils trouvent que c'est bien plus intéressant. J'espère que le peu que j'ai pu vous dire maintenant vous a aidé. Donc, Bobby Wright parlait également du medication control qu'on appelle aujourd'hui ce medication management process. Il faut comprendre que ça c'était les mots de son époque. Aujourd'hui c'est plus trop la même chose. Ça va en charge depuis la pharmacie. Donc les médicaments sont... On essaie de vous guider sur comment vous devez utiliser les médicaments et sur quel type de médicaments vous devez prendre. Et donc cette typologie de médicaments que vous devrez prendre va servir tel ou tel point à votre santé, ce qui n'est pas totalement vrai puisqu'on a vu cette histoire en Gambie. Ils ont pris le sirop de la toux pour enfants, effectivement, qui venait d'Inde et ça a tué environ 68 enfants, je dis environ. Comprenez que c'est donc ça le problème de l'Africain, c'est-à-dire la leucodermie dirige même son système médical. Donc, des enfants d'autrui vont mourir parce que le noir ne se dit pas être dans la capacité lui-même de vouloir gérer la santé de ses enfants. Et je trouve que ces éléments, même si c'est tragique, va nous faire comprendre qu'il faut qu'on arrive et on a l'obligation de gérer notre propre système de santé parce que je ne sais pas pourquoi on veut toujours attendre quelque chose des autres. C'est quoi cette maladie d'attendre quelque chose des autres? Donc, le fait d'attendre quelque chose des autres fait en sorte que nos enfants meurent. Nos papas meurent, nos mères meurent, nos filles meurent, nos garçons meurent, nos meilleurs amis meurent, nos meilleurs amis filles, garçons meurent. Donc, il faut faire très attention à ça. Et donc, on va pas vous rappeler le fait que on a incité des gens à prendre des remèdes de la vie parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce qu'on vous a dit qu'il y a une maladie couronnée et donc la maladie couronnée tue et donc on vous incite à prendre des doses, vous mourrez après et c'est ça le problème. Donc, on a des prescriptions qui viennent et des recommandations faites effectivement par des hautes instances sanitaires et effectivement nous ne pouvons qu'obéir parce que nous disons que c'est l'expertise leucodermique parce que quand c'est le blanc qui réfléchit, c'est extraordinaire. Voilà le noir. Au jour d'aujourd'hui, il y en a encore qui pensent comme ça. Donc la solution, on vous a dit, c'est la pharmacopée africaine. Donc, allez à la pharmacopée africaine, prenez vos remèdes. Vos remèdes, c'est votre sol, c'est votre vie. C'est ça, votre remède. Mais je ne sais pas pourquoi votre vie, votre vision du remède, c'est de voir tout ce que les cliniciens, les chimistes, cliniciens, etc., leucodermiques, ont créé dans les laboratoires qui tuent des enfants, qui créent des cancers, des problèmes pancréatiques terribles. Donc, on peut comprendre de ce que Bobby Wright disait, surtout que au fur et à mesure de prendre certains médicaments, ces médicaments deviennent pour certaines des drogues très nocives, très toxiques. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention en fait. Et donc des gens suivent des prescriptions qui les conduisent plus à la mort qu'autre chose. Donc c'est pour ça que le noir doit vraiment faire attention
et doit comprendre son corps et son ADN avant d'aller prendre des ingurgitions d'un phénomène qu'il ignore. Donc, le génie génétique, c'est l'ensemble des outils permettant de modifier la constitution génétique d'un organisme, comme j'avais déjà dit, en supprimant, en introduisant, en remplaçant l'ADN. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ADN pour aider beaucoup de personnes? Donc, lorsqu'on parle d'ADN, on parle de l'acide désoxyribonucléique. C'est une macromolécule biologique qui est présente dans presque toutes les cellules, ainsi que chez les nombreux virus. L'ADN contient toute l'information génétique appelée génome, permettant le développement, donc le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. C'est un acide nucléique, et l'acide nucléique, pour vous aider, dans un assemblage de macromolécules, un polymère dont l'unité de base ou monomère est nucléotide et dont les nucléotides sont reliés entre eux par des liaisons phosphodiester. Et donc, au titre de l'acide ribonucléique, dont l'ARN. L'ARN, c'est lui qui est différent de l'ADN, et dont l'acide ribonucléique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un acide nucléique présent chez pratiquement tous les êtres vivants, donc aussi chez certains virus. Parce qu'effectivement, les virus aussi, ce sont des êtres vivants. Donc, l'ARN est très proche chimiquement de l'ADN, c'est très proche chimiquement de l'ADN, et il est d'ailleurs en général synthétisé dans les cellules à partir d'un segment d'ADN matrixé. J'espère que ce que je vous dis ne vous embrouille pas l'esprit, j'espère. Bon, de toute façon, s'il y a des scientifiques qui écoutent, merci de compléter si je fais des erreurs plus tard. Donc, l'ARN, je répète, donc il est très proche chimiquement de l'ADN. Il est d'ailleurs en général synthétisé dans les cellules à partir d'un segment d'ADN matrice dont il est une copie, vous comprenez, et les cellules utilisent en particulier l'ARN comme un support intermédiaire des gènes, vous comprenez, voilà, et donc pour synthétiser les protéines dont elles ont besoin. J'espère que ça c'est clair. Donc l'ARN peut remplir de nombreuses autres fonctions et en particulier intervenir dans les réactions chimiques du métabolisme cellulaire. Donc les réactions chimiques, c'est la transformation de la matière au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Donc par exemple les aliments, etc. Et donc dans le métabolisme cellulaire, qui est la somme du catabolisme ou activité de dégradation et de l'anabolisme ou activité de synthèse. Vous voyez un peu, transformation. Voilà, dans des molécules complexes ou pas complexes ou en molécules de base, soit pour produire de l'énergie, pour produire des molécules directement utilisables. Donc lorsque vous mangez des aliments, effectivement, vous prenez des énergies, bon, en mâchant, ça crée tout un phénomène à l'intérieur de votre organisme qui vous nourrit en énergie. Et donc, les acides nucléides sont, avec les péptides et les glucides, d'une des trois familles de biopolymères. Donc, quand on parle de biopolymères, ce sont des polymères issus de la biomasse, donc c'est-à-dire les êtres vivants qui entourent l'univers, qui est donc très essentiel à toutes les formes de vie connues sur l'ensemble de l'univers. Et donc, les molécules de ADN, que moi je dis toujours DNA parce que j'aime bien parler un peu en anglais, DNA, dont les cellules vivantes sont formées de deux brins antiparallèles et donc enroulés l'un pour l'autre, formés d'une double hélice. Et donc, c'est ce que vous voyez en image, donc une biologie moléculaire de double hélice, qui est la structure secondaire de l'ADN bicaténaire, tel que l'a popularisé James Watson. Donc, on sait que c'est pas le prémisse, c'est pas le précurseur de cette science, mais bon, voilà. C'est que, bon, comme c'est le Lucoderm qui fait les recherches, et ce sont ces recherches comme en avant, que voulez-vous. Donc, pour que vous ne soyez pas trop embrouillés, on va s'arrêter là un peu. Vous avez compris ce que c'est que l'acide désoxyribonucléique, qu'on appelle en abrégé ADN, et vous avez compris ce que c'est que l'ARN. Donc, l'ARN qui est dans l'acide ribonucléique qui vient en supplément de l'ADN, qui n'est pas proprement dit l'ADN, mais qui est un surplus qui vient aider l'ADN. Donc, on revient sur le génie génétique. Dernièrement, je vous avais donc présenté une petite vidéo. C'était donc des milliardaires américains, caucasiens. C'est eux qui sont un peu plus milliardaires que le mélanoderme. Donc, il y a un peu de mélanoderme milliardaires, mais il y a beaucoup de noirs qui deviennent de plus en plus millionnaires aux États-Unis, mais ce n'est pas le sujet.
Donc, il faut comprendre quelque chose. Donc, ces messieurs, et c'est pas les seuls, c'est que c'est les seuls qu'on a observés, c'est les seuls qu'on a, pas observés, mais c'est les seuls qu'on a détectés dans le game, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous vous rappelez donc de ces personnages-là. Et donc, il y avait un qui s'appelle Peter Nygard ou Nygard, je ne sais pas comment on dit ce nom, je suis désolée, c'est finnois, donc c'est finlandéno-canadien, parce qu'il est finlandéno-canadien. Il est né à Helsinki, enfin il dit Helsinki ou Zelensky, bref, c'était une blague. Et il est né en 41, le 24 juillet. Donc, il a fondé le Nygard International, une entreprise qui fabrique des vêtements pour femmes. Donc, à la base, c'est un ancien dirigeant de mode, donc c'est un modéliste qui maintenant crée une industrie pour femmes. Et donc, ce monsieur a eu des enfants partout et nulle part. Il a eu environ 7 enfants de différentes femmes, voilà. Et donc, derrière, donc, on a ce monsieur donc, qui dirige des têtes d'entreprises internationales de vêtements de femmes. Et donc, lui, sa particularité, c'est que il est négrophilo-négrophobe, donc il est attiré par la graine mélanodermique, il est attiré par la graine de la noire pour s'offrir une seconde jeunesse, une seconde vie, une seconde vie, quoi, j'ai envie de dire. Il faut savoir que ce monsieur, il a été arrêté pour trafic sexuel, racket en décembre de la même année, donc en décembre de l'année 2020. Donc, les femmes noires que vous avez vues sur cette vidéo ont été en contact avec un violeur. Bon, trafic sexuel, c'est sûr qu'il a commis des viols. Je ne suis pas en train de dire ça par hasard. Parce que ce type de personnes milliardaires, vous savez très bien qu'elles peuvent s'offrir des choses que vous et moi peuvent, voilà, vous comprenez, c'est un peu comme Einstein ou Epstein, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez, Einstein. Donc, c'est un peu la même sauce, c'est la même particularité visagère, regardez sa tête. Et donc, voilà. Donc, ce monsieur, c'est un criminel, comme tous les leucodermes, mais lui, les leucodermes ne sont pas tous obligés de tuer. Bon, vous voyez, ils ont des envies criminelles. Mais lui, donc, lui fait partie des leucodermes qui sont passés à l'acte. Donc, c'est un trafiquant sexuel, donc il abuse sexuellement des gens, sûrement qu'il est pédophile, ça c'est sûr que c'est mélangé, Porta le connaît. Donc, le racket, c'est un voleur. Et donc, il était classé étrangement 70e Canadien le plus riche par le Canadian Business Magazine en 2009 avec une fortune nette évaluée à 817 millions de dollars canadiens, dont 580 millions d'euros. Et aujourd'hui, ça a dépassé, c'était en 2009. Aujourd'hui, il est milliardaire officiellement. Donc, nous avons un homme de 81 ans, trafiqueur sexuel, donc pervers sexuel, criminel, peut-être avec des tendances sûrement qu'il a violé des petites filles, etc. Qui donc est parti voir un groupe de femmes mélanodermes qu'ils ont juré qu'ils vont payer des sommes qui vont de 500 à 5000 à 60 000, peut-être même à 100 000 dollars. Et donc, celle qui refusait un peu le game, c'est à cause d'elle qu'il allait un peu plus loin dans ses propositions de dollars. Donc, ils veulent de la graine mélanodermique. Et l'autre vieux milliardaire qui est à côté de lui a dit « This genetic greatness that we don't see in any others ». Et il a dit « Il veut l'ADN des Negro Black Females ». Il a bien dit « Negro hein? ». Et ces filles étaient là en train de rire. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, ils étaient vraiment des négros, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Et ils ont employé un terme qui était très bizarre. The planet, this sexy black woman, Africa Negro. Donc, c'est malheureux, j'ai envie de dire. C'est comme ça que sont nos femmes. Hein. Vous voyez, quand on fait des trucs, faites attention. Il y a des femmes, elles tombent dans ça. Elles tombent dans ça, j'ai envie de dire. Si vous ne likez pas, c'est qu'elles auront raison. Hein. Voilà. Donc, on revient maintenant à l'histoire qui est réelle. Qu'est-ce que c'est que donc le génie génétique? Le génie génétique, en fait, c'est quelque chose que l'on introduit directement dans les cellules de l'organisme d'un autre et ou dans les cellules cultivées, comme j'avais déjà dit, ex vivo. Donc, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la reproduction sans rapport directement sexuel. Donc, vous pouvez avoir besoin d'un spermatozoïde. Voilà, vous le mettez dans ce que vous savez et après, si ça fonctionne bien, voilà. Donc,
il faut aussi faire attention, hein, je vous le précise, parce qu'il y a également des éléments VHIE dans le sperme si la personne est contaminée. Donc, il faut comprendre que cet élément, cette graine, cette cellule est donc réintroduite dans l'organisme, comme je vous l'avais dit dernièrement. Et donc, il y a un prérequis au développement du génie génétique qui a été donc mis au point des techniques de recombinaison donc de l'acide nucléique que je vous avais déjà expliqué, dont je réexplique encore, qui est un assemblage de macromolécules, et donc c'est un polymère dont l'unité de base ou monomère est donc un nucléotide, et dont les nucléotides sont reliés entre eux par des liaisons phosphodiester. J'espère que vous comprenez vraiment ce qu'on est en train de dire. J'espère que vous comprenez. Hein? Si vous comprenez, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, ça ne vaut pas la peine. Mais j'espère que vous comprenez. J'espère que vous allez partager. Sinon, vraiment, ce que je raconte là, c'est du bavardage. Officiellement, j'en ai l'impression. Donc, pour former donc de nouvelles combinaisons de matériel génétique, et vous devez comprendre que le matériel génétique, donc c'est ce qu'on appelle les génomes, donc est un ensemble de matériel génétique d'une espèce codée dans son acide que on appelle l'ADN, dont je ne vais pas reprendre le nom entier, je vais perdre ma langue. Et donc, à l'exception de certains virus dont le génome est constitué d'un acide ribonucléique dans l'ARN. Comprenez, il contient donc des particularités de tous les gènes codés en fait, des protéines ou qui correspondent à des ARN structurés. Donc, il se décompose toujours le génome, il se décompose donc en séquences codantes, et la séquence codante d'un gène également est appelée la région codante, donc CDS, qui est la partie de l'ADN de l'ARN du gène, et donc composée des exons qui est traduit en protéines. Elle ne représente donc qu'une partie du gène duquel elle provient de même que de l'acide donc qu'on appelle ARN messager. Vous comprenez? Qui est traduite en protéines. Donc le ARN messager est une molécule intermédiaire d'acide donc du ARN qui consiste et donc qui consistant en copie transitoire d'une portion de l'ADN. Vous comprenez? C'est une copie transitoire d'une portion de l'ADN donc qui correspond à un ou plusieurs gènes d'un organisme biologique. J'espère que c'est bon. Et donc, et non codante, c'est ça, effectivement, la séquence. Voilà. Donc, le génome est constitué de un ou de plusieurs chromosomes. Je vais rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un élément microscopique constitué d'une molécule ADN et des protéines non histones, et il porte les gènes support de l'information génétique transmise dans les cellules mères aux cellules filles dans des divisions cellulaires. Voilà. Et donc, le nombre total donc, des chromosomes dépend de l'espèce considérée. Et donc, chaque chromosome étant constitué d'une unique molécule de l'ADN, donc linéaire chez les eucaryotes, et dans les eucaryotes, il faut toujours vous définir, donc sont donc un domaine regroupant tous les organismes unicellulaires ou multicellulaires qui se caractérisent par la présence d'un noyau et généralement d'organiques spécialisés dans la respiration, en particulier les mitochondries chez les aérobies. Voilà ce qu'on peut dire spécifiquement sur le génome. Il faut comprendre aussi qu'il est plus souvent séculaire chez les prokaryotes et donc chaque chromosome peut être présent en un ou plusieurs exemplaires, le plus souvent chez les espèces sexuées, parce que les espèces asexuées, dont les espèces sexuées, l'un d'origine maternelle et l'autre d'origine paternelle, donc masculin, féminin, les organes masculins, les organes féminins, j'oublie les noms. J'espère que c'est parce que j'ai suivi qu'il y a des gens qui voulaient qu'on aille un peu en profondeur. Donc voilà un peu, j'espère que ça ne vous casse pas la tête. Voilà. Donc, il faut comprendre donc que c'est matériel génétique donc qui est héritable parce que c'est transmis de génération en génération. Vous comprendrez. C'est pour ça que je vous prépare à aussi une bonne séance parce que on va venir sur la suite de Calagui mélangé avec Franz Fanon. Et donc, il faut comprendre qu'on parle là de caractère héréditaire, donc c'est héritable. Et donc, c'est suivi de l'incorporation de ce matériel, soit indirectement à travers un système vecteur ou directement par micro-injection, macro-injection, micro-encapsulation. Donc, il a souvent pour but la modification des génotypes, comprenez,
Donc, c'est la modification d'une partie donnée de l'information génétique, parce que je vous ai dit qu'il y a des gens qui veulent avoir des enfants qui ont les yeux bleus, les yeux verts, les cheveux blancs, les cheveux roux, les trucs, les si, et que bon, souvent ils veulent ça, mais après ça crée des enfants zigzag, des enfants qui ont des déformations, des maladies, des troubles, des bizarreries, parce que c'est eux qui veulent que leurs enfants soient pas comme la création naturelle de la création divine dont Imana a voulu. Donc, comme ils veulent pas avoir des enfants comme Imana l'a voulu, donc effectivement, ils vont par cette transformation artificielle de génotype, donc, ils vont créer des individus qui sont pas proprement dit techniquement réels, quoi. Est-ce que je veux dire? Bon, ils sont réels, mais bon, comprenez ce que je veux dire. Donc, le génotype, comme je vous l'explique, c'est ce qui fait la particularité d'un individu. Donc, c'est le génotype de quelqu'un, c'est la composition allélique dans l'allèle de toutes les gènes de ce dernier. Et la définition de génotype, c'est également lorsque l'on considère la composition allélique d'un individu pour un nombre restreint de gènes d'intérêt. On va prendre un exemple, comme l'exemple du document que je vois là. Donc, s'il existe deux formes de gènes XX, c'est le masculin. L'allèle XA et XB, on voit un peu comme en mathématiques, géométrie. Donc, alors, le génotype d'un individu pour le gène X peut être soit homozygote, hein, homozygote pour vous simplifier, d'un gène d'un individu qui sera représenté par deux allèles identiques sur un même locus, et donc ou hétérozygote, un gène quand il possède deux allèles différents de ce gène sur un même locus pour chacun de ses chromosomes homologues. Donc l'être humain, il faut comprendre qu'il possède donc deux copies de chaque gène, et donc potentiellement deux allèles différentes, hein, au maximum. Donc il faut comprendre que c'est le génotype qui est à l'intérieur du noyau cytoplasme que vous connaissez dans la molécule de l'ADN, et donc c'est la séquence nucléotide qui constitue l'information génétique, dans l'information qu'il faut nécessairement pour former l'être tel que vous le connaissez. J'espère que ça c'est clair. Donc vous comprenez un peu. Je ne sais pas d'où vient l'idée à ces milliardaires-là, je ne sais pas qui les a raconté ça, mais c'est quand même très, moi je trouve ça très bizarre. Sûrement dans la secte satanique leucodermique, mais c'est quand même assez c'est bizarre, j'ai envie de dire. Le génie génétique, il faut comprendre que c'est un champ actif à la recherche des applications possibles, donc possibles, multiples, diverses dans l'univers, et notamment dans la santé humaine, entre guillemets, et dans la correction d'un gène porteur d'une mutation délétère, produit donc production de protéines thérapeutiques, élimination de séquences virales persistantes, etc. Il est vrai que vous l'avez peut-être vu, je ne dois pas encore le confirmer, il faut peut-être pas que je le confirme, mais c'est déjà le cas. En Afrique du Sud, il y a donc une chercheuse mélanoderme qui, ça n'a rien à voir, mais elle a réussi à éliminer des éléments VIH, dans le VIH dans le spermatozoïde. Effectivement, donc il faut avoir les outils nécessaires. Donc, elle est en train d'expérimenter la chose. Je ne dois pas encore vous présenter les images. Je sais qu'il faut faire très attention à la vie de nos chercheurs. Comme nos chercheurs, effectivement, celui qui a créé la télévision, qui n'a pas besoin d'énergie, qui est empoisonné, effectivement, il est empoisonné. Il n'est pas mort, mais il est empoisonné. On ne sait pas s'il va mourir ou pas. Donc, que, effectivement, les ancêtres les guident. Donc, il faut comprendre que c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais pas encore m'authentifier. C'est comme si l'hydrogène que Terence Howard a parlé, effectivement, même Omotumda avait parlé de l'hydrogène. Je vous avais déjà dit ça sur la séance de Davos. Donc, ce sont des choses que c'est vrai que l'hydrogène n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire que je ne peux pas encore clairement vous parler de l'hydrogène parce qu'il faut que je fasse encore beaucoup de recherches. Voilà, bon, il paraît que Terence Howard, il a donc fait des études de chimie. Bon, c'est à savoir, c'est vrai ou faux, parce qu'il paraît qu'on invente aussi des pédigrés sur Wikipédia, donc c'est à savoir s'il a véritablement fait la chimie, il s'est arrêté entre temps, etc. Donc, mais l'histoire de l'hydrogène est très intéressante parce que ce qu'il a dit, d'autres l'avaient déjà dit. Et donc, voilà, bon, il faut revenir sur l'ADN, je l'oubliais. Donc, il faut comprendre que c'est utilisé en sciences expérimentales parce que les gens utilisent aussi cette étude du génie génétique pour modifier des mutations et des possibilités de maladies possibles qu'ils voudraient éviter en étudiant effectivement l'ADN.
faut comprendre qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites notamment sur les gènes, sur la capacité génétique et effectivement les potentiels génétiques. Donc maintenant on remarque que donc le coderme étudie beaucoup le génie génétique pour posséder donc de la graine ADN mélanodermique. On va donc revenir sur un phénomène qu'on devait vous parler depuis, c'est la mélanine. La mélanine qui est donc cette substance qui est donc sur l'épiderme du mélanoderme, mais ça va au-delà, c'est ce qui crée la constitution même génétique du mélanoderme et c'est ce qui fait du mélanoderme ce qu'il est. Donc à une certaine époque, la mélanine est une valeur en dollars de 353 grammes et qui maintenant est à 362,50 grammes en dollars et dont la mélanine est supérieure à l'or. Ça, vous le savez déjà tous parce que bon, je m'adresse quand même à des kamites ou à des chercheurs mélanodermes qui se définissent par kamites, bref, des chercheurs mélanodermes. Mais noir, kamite, ça veut dire noir, donc kemet, kam, kem, donc vous êtes mélanoderme. Donc, il faut comprendre que la mélanine dépasse le prix de l'or. Et il y a le palladium qui dépasse le prix de l'or parce que bon, c'est vrai que dans le monde du marché, les choses se passent vite. On a le platinum, on a le coltan, on a le silver, on a le bronze. Donc, le silver, c'est l'argent. Donc, le bronze est le moins cher. Autant ça lâche de bronze que le pis c'est fait. Donc, le bronze vaut, je sais pas, au moins de 1 dollar. Et donc, c'est à partir du coltan qu'on touche le 1 dollar. Le platinium, 52 dollars. Les prix montent. Le gold, le palladium et donc la mélanine. La mélanine coûte extrêmement cher. Il faut comprendre que le coderme est en train de mourir du cancer de la peau au-delà de nous faire tuer effectivement à travers les bombes, etc. Et donc, il faut comprendre que donc, il veut se protéger du soleil qui va de plus en plus chauffer parce que il est vrai que le soleil, c'est un astre qui pourra tôt ou tard s'éteindre un jour ou l'autre. Donc, effectivement, vous imaginez ce qui va se produire. Est-ce qu'il va s'éteindre, genre, il va s'éteindre comme une ampoule ou comme une bougie, ou est-ce qu'il va exploser? Parce que s'il explose, ça va être chaud parce que c'est un astre gigantesque, extrêmement big. Donc, ça, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va se passer. Donc, le pire à produire, à venir, et etc. Et on se pose aussi la question sur comment est-ce que le système solaire va donc fonctionner à la chute ou à la fin de ce soleil. Donc, il faut comprendre qu'il y a donc ce qu'on appelle la mélanine synthétique. La mélanine synthétique, vous la trouvez dans plusieurs éléments, des médicaments, etc. Vous avez dit que le coderme a peur de brûler au soleil parce que c'est le cas, il est en train de brûler au soleil. Et ça dépend maintenant encore de plusieurs éléments parce que moi, j'avais fait encore d'autres recherches sur la mélanine. Faut comprendre que dans le marché, ça grimpe, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez environ 100 mg de mélanine, vous allez payer 94,65 dollars. Si vous voulez 1 gramme de mélanine, donc c'est 441,37 dollars. Si vous voulez 200 mg de mélanine, donc vous allez payer 146,80 dollars. Si vous voulez 5 grammes de mélanine, donc vous allez payer environ 1680,45 dollars. Donc franchement, ça devient chaud. La mélanine a dépassé l'or, elle dépasse l'or. Le noir n'aime pas être noir, mais le coderme a besoin de la graine mélanodermique et le noir fuit le fait d'être noir. Vous voyez pourquoi je dis que c'est comiquement malheureux? Parce que c'est comiquement malheureux en fait. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui écoutent ma podcast channel, vous avez vos frères, vos sœurs qui veulent se nettoyer la peau, qui veulent devenir, même pas le coderme, parce qu'ils ne pourront jamais devenir caucasiens, ils vont devenir, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Montrez-les ça. C'est-à-dire montrer cela en fait, montrer le fait qu'ils vont beaucoup perdre que gagner. Et il ferait mieux de se rendre compte que leur corps est exceptionnel et que le Créateur, il a fait du noir une exception. Il a fait du noir une particularité. Même Bobby Wright, il a remarqué. Donc, on a des firmes pharmaceutiques d'un lobby puissant qui font un business énorme sur ça. Et nous sommes là en mode, oh là là, je n'aime pas être noir, oh là là, je n'aime pas mes cheveux, oh là là. Et on a des milliardaires pervers sexuels, Niagat et son ami, qui sont prêts à déverser même 60 000 dollars. Vous imaginez? Je vous dis que le noir ne connaît rien, ne connaît pas son histoire.
C'est pour ça qu'il est là, il est dans les luttes bizarres. C'est pour ça qu'il ne faut rien. Comprenez? Il ne faut rien. On lui parle de l'universalisme. On lui parle des prolétaires. On lui parle des oligarques. On lui parle des prolétaires. On lui parle des oligarques. Qu'est-ce que c'est que ces débats là con? Qu'est-ce que c'est que ces débats là con? Donc, je vais laisser ça. Il faut pas que... Parce que je vous ai dit, la séance va être longue. Elle va être longue, mes frères. Donc, on s'arrête sur ça. Donc, vous avez compris que c'est chaud. Voilà. Donc, l'electrical stimulation of the brain, pour que vous compreniez le game de l'électrification profonde que je vous avais déjà expliqué. On a dit qu'on place des électrodes dans le cerveau, effectivement. Donc, c'est un exercice chirurgical. Donc, on met les électrodes dans le cerveau, connectés à un boîtier. Et donc, après, ça envoie des courants électriques de faible ou de grande intensité. Tout dépend de... Voilà. Ils vous disent que c'est pour soigner des torques et diverses maladies. Mais ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Au contraire, ça peut même provoquer d'autres crises d'un autre niveau. Donc, les personnes se plaignent que on ne comprend pas très bien le processus, du moins le pourquoi de faire des stimulations cérébrales profondes. Et donc, il paraît qu'il y a des hypothèses dominantes que l'application du courant électrique alternatif produit par le stimulateur va modifier l'activité neurophysiologique donc de votre organisme, c'est-à-dire qu'elle étudie les fonctions du système nerveux normal, reposant sur tous les niveaux de description du système moléculaire jusqu'au niveau plus intégré des réseaux neuronaux. Donc dans les régions ciblées, mais éventuellement aussi à distance via les nombreux faisceaux des fibres qui connectent les différentes parties du corps. Et donc cette stimulation électrique profonde peut aussi bien activer qu'inhiber l'activité des neurones. Donc ça a double tendance dangereuse. Donc il se peut que, oui, les cellules qui ont du mal à vibrer, ça peut aider en faisant ces stimulations. Aussi, d'une autre part, ça peut décérébrer ou déséquilibrer la fonction neuronale de base du cerveau. Donc, ça peut créer d'autres phénomènes qui peuvent créer, par exemple, même peut-être au pire des crises cardiaques ou je ne sais pas ce que ça peut créer dans les neurones. Donc, on a fait une science qui a à double tranchant et donc si en même temps elle crée un revers, ça veut dire qu'au fond, c'est pas une bonne science. Donc, il est vrai que, comme j'avais déjà dit, à la base, c'est pour aider contre le Parkinson, les TOC et d'autres ou des problèmes moteurs. Et donc, il y a des effets secondaires, comme toute implantation de matériel, d'après ce qui est décrit ici. Dans les deux principales complications sont l'infection et l'hémorragie. Et c'est vrai qu'à long terme, peut-être qu'à force de faire des propulsations, peut-être que les petites cellules là vont exploser. Donc, on ne sait pas. Donc, il y a le taux d'infection qui peut atteindre 5%, restant en règle générale extracérébrale. Mais ils disent que c'est 5% pour dire en mode que, bon, dans 100%, c'est que 5%, alors qu'on ne sait pas effectivement la portée de ce que ce 5% veut dire. Et donc, il reste en règle générale extracérébrale, mais composant le retrait du matériel. Donc, le risque hémorragique est comparable, souvent sans conséquence. Ils disent ça parce que il faut que vous le fassiez, vous comprenez, mais peut conduire plus rarement à un déficit neurologique irréversible ou un décès. Voilà, donc ils vous disent que bon, c'est 5% et tout, mais en même temps, il faut comprendre qu'il peut y avoir des hémorragies. Ils disent que c'est sans conséquence, mais il peut y avoir des hémorragies qui peuvent aller très très loin. Donc vous saignez du cerveau, les hémorragies internes, au plus terrible des risques dont vous pouvez en mourir. Donc, il y a les troubles de l'humeur à cause de ces excitations de cette fibre qui peuvent donc subvenir. Une conduite addictive peut être également favorisée. Je crois que vous avez vu, il y avait un film qui s'appelait... C'est un film américain, j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai oublié. C'est une femme là qui... elle appuyait des trucs, elle était toujours en colère. Et elle appuyait des trucs, ça faisait des trucs dans son système neuronal. Et donc, c'est un film, moi je trouve que ça crée, ça fait de ça en fait ce système électronique, un truc assez addictif, drogant. Donc, moi je trouve que c'est pas très bon, notamment pour le film et pour l'idée que ce film devait étrangement balancer. Ça amène aussi des troubles de mécanismes cognitifs concernant la fluence verbale ont été décrits. Les patients parlent plus lentement, c'est-à-dire à force, ils deviennent moins actifs et donc une apparition et une aggravation des troubles dépressifs. Donc, à la base, ça devait soigner les TOC,
Mais au fur et à mesure, ça te rend dépressif. Donc, au final, vous comprenez ce que je veux dire? Ça sert à rien. Donc, c'est suffisant pour conduire à l'idéation suicidaire. Donc, ça amène à des tendances suicidaires parce que, à force de ces éléments, de ces excitations électriques, donc au final, vous sentez des picotements, etc., commencez à devenir un peu décérébré ou déséquilibré, et vous avez donc envie de vous suicider. Voilà. Ainsi que de l'apathie et donc des troubles anxieux, dont des cas de manie et d'hypomanie, hein, donc des états psychiatriques caractérisés par des troubles de l'humeur, et vous êtes irritable, excité, persistant, vous êtes franchement instable, et donc parfois accompagné d'hypersexualité, donc vous avez toujours une envie sexuelle compulsive, donc vous avez des comportements de perversion, hein, donc, qui ont été également relevés suite à ces études scientifiquement non bons. Et donc, certains de ces effets secondaires ont également été relevés dans des techniques voisines comme la paludectomie, dans la paludectomie et la destruction chirurgicale d'une partie du globus pallidus pour traiter la maladie du Parkinson. Avant, donc, c'était ce qu'on appelait la lobotomie, en fait. Donc, il faut faire très attention à ce type de science cérébrale. Voilà. Il est vrai, je voulais faire une séance très longue, mais je m'épuise moi-même. J'ai pas beaucoup d'air. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais faire la suite sur les séances comportementales. Donc, mes très chers frères, mes très chères soeurs, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Donc, c'était pour vous expliquer un peu plus ces différentes séances. Donc, les séances comportementales avec celles des rêves. Je vais vous le faire prochainement. Je suis désolée, je suis vraiment la KO de parler parce que parler, c'est difficile pour moi. Il me faut beaucoup d'air. Donc, voilà un peu. Et c'est donc à la suite de ça que je vais vous dire dans la phrase que Bobby Wright avait voulu nous faire comprendre. Bibala.